Bien, bonjour. Marc Ribeiro, moi je suis collaborateur dans une agence d'architecture près de Nancy et je vais faire un petit retour d'expérience sur, d'une part, la stratégie d'implantation de BIM au sein de cette agence, avec toutes les difficultés que ça a pu poser, et d'autre part, vous expliquer un petit peu comment on travaille sur nos projets en collaboration, notamment avec une entreprise de charpente bois donc qui va aussi nous expliquer et vous présenter ses enjeux à lui, ses difficultés à lui et ce que ça lui a apporté. Donc pour la partie archi, moi je travaille dans une agence où on est 4. On est essentiellement actif sur le secteur du marché privé du particulier, donc ça va permettre d'avoir un point de vue complètement complémentaire à la présentation que vous avez eue juste avant. Puisque les enjeux du BIM sont difficilement intégrables en entier et en même temps dans une agence où on n'a pas forcément recours à un BIM manager ou à de la MO sur les projets. On travaille particulièrement sur la construction bois, donc effectivement là on retrouve tout l'intérêt évoqué juste avant par rapport au fait que les entreprises du secteur sont assez bien outillées pour ça. Voilà, par ailleurs, on est aussi investi pas mal pour la profession au travers d'enseignements et d'une association qui s'appelle Les Architectes d'aujourd'hui, qui milite en fait pour récupérer le marché du particulier par l'architecte. Donc, bonjour, Pierre Madalon, donc je suis entrepreneur dans une entreprise de charpente couverture. Nous, on réalise principalement du marché public, euh, on va dire 80% marché public, 20% en particulier. On est 48 personnes, on a un bureau d'études intégré à l'entreprise pour tout ce qui est calcul de structure et modélisation 3D. On travaille avec CADWork. Et on a un atelier de fabrication où on dispose de 2 machines à commande numérique 5 axes pour tailler les charpentes. On est aussi investi dans la profession par l'intermédiaire de la Fédération française du bâtiment, de Calibat et de diverses autres associations sur la construction bois. Voilà. Donc comment à l'agence c'est venue l'idée de passer au BIM? Il faut que je vous explique un tout petit peu plus précisément mon parcours. Donc moi j'ai fait mes études à l'école d'architecture jusqu'en 2015. Et durant la dernière année d'études, j'ai fait un master en double cursus spécialisé design global axé architecture, modélisation et environnement, qui m'a permis d'acquérir une meilleure connaissance de tous les outils numériques à disposition de l'architecte notamment. Et cette année s'est conclue par un stage en immersion dans une agence qui avait la volonté d'évoluer dans ses méthodes de travail et d'entamer en quelque sorte sa transition numérique. Donc tout ça pour expliquer que la conscience des intérêts de la CO paramétrique était là à ce moment-là. Et la CO paramétrique, en fait, pour expliquer rapidement, donc c'est un des principes du BIM, et c'est la possibilité de pouvoir agir sur plusieurs variables pour modifier globalement la maquette numérique. Et ça, c'est particulièrement intéressant pour nous, dans le sens où les, les petits projets de maisons individuelles sont souvent amenés à évoluer beaucoup en cours de conception. Et le fait de pouvoir mettre à jour l'ensemble de la maquette en agissant uniquement sur les variables permet de gagner en rapidité et en productivité dans le travail. Ceci uniquement si les projets vont jusqu'au bout. Comme on l'a vu juste avant, le BIM demande un investissement en travail, en temps et en argent beaucoup plus important en amont du projet et sur une étude de faisabilité ou sur un projet qui va que jusqu'au permis, notamment sur une maison, c'est pas forcément pertinent d'engager autant de travail. Donc, je disais tout à l'heure que l'agence fait partie d'un réseau
d'architectes regroupés au sein d'une association qui a mis au point un contrat qui permet tout de suite de contractualiser sur une mission complète. Et ça nous conforte dans l'utilisation du BIM et dans le fait d'investir tout de suite dans une maquette numérique. Donc, comment ça s'est passé au sein de l'agence pour la transition? Jusqu'en 2015, tous les projets étaient dessinés en 2D sur AutoCAD. Et quand moi j'ai fait mon stage, le basculement s'est fait sur le logiciel Archicad. Donc passer vraiment du pur dessin informatique à la conception assistée par ordinateur, enrichie avec toutes les informations du modèle. Donc effectivement, au niveau de l'investissement, c'est quand même relativement important, puisque en 2015, rien que la licence logicielle, c'était à peu près 7 000 € par poste. Les prix ont un petit peu augmenté. Maintenant, on doit être plutôt vers 8 000, 8 500 pour Archicad. Ensuite, il y a eu effectivement la formation. Donc là, ça s'est fait avec quelques journées au moment de l'acquisition du logiciel. Et en plus, dans l'agence, comme j'avais au cours du stage acquis pas mal de compétences sur le logiciel, ma présence a permis en fait de faciliter le processus de transition en évitant qu'il y ait une grosse rupture dans la production. Et puis pour démarrer la mise en place, il a bien fallu commencer par quelque chose. Donc on avait le choix entre plusieurs possibilités, soit partir sur un nouveau projet, soit faire un essai sur un projet qui avait été initialement dessiné en 2D. Et en fait, c'est un petit peu le sujet aussi qui m'amène à présenter ça avec Pierre Madalon. C'est qu'on a décidé a posteriori de refaire le processus de conception sur une maison qui était en phase chantier, pour laquelle il y a eu un certain nombre d'aléas qui ont compliqué le déroulement. Donc voilà, c'est ce que je disais, on est parti d'un projet déjà réalisé pour refaire l'expérience à l'envers et voir la différence entre un processus classique, comme tous les projets étaient faits avant, et un processus entre guillemets BIM, pour pouvoir avoir une première base de comparaison, et vérifier qu'est-ce qui va mieux, qu'est-ce qui est plus compliqué, et quels sont les gains à la fin. Oh, petit souci. Voilà. Donc le support d'expérience, ça a été une maison individuelle, et chez nous, ce qui est important, c'est de démarrer toujours les premiers croquis par des dessins à la main. Parce que le dessin à la main, pour le particulier, il garde une sensibilité que le tout numérique n'a pas. Et ça permet aussi de faire passer les grands enjeux d'organisation du projet sans rentrer déjà dans le détail du dessin d'une salle de bain qui va demander énormément de temps, mais n'avoir que peu d'intérêt dans les premières phases du projet. Au cours du processus, il y a ensuite toute la partie élaboration des détails de structure, du système porteur, voilà, donc ça se fait aussi beaucoup par des croquis à la main, celui-ci étant réalisé par l'entreprise Madalon. On a ensuite bien évidemment le dessin des plans juste avant exécution. Et sur cette maison-là, au vu de la complexité, il a été nécessaire de représenter pas moins de 7 coupes pour avoir bien tous les points critiques du chantier. Et vous imaginez bien que cette coupe, quand les clients demandent à bouger tous les 15 jours ceci, cela, ça demande énormément de travail puisqu'il faut agir sur chaque fois le dessin et mettre à jour l'ensemble des informations, ce qui peut évidemment induire un risque d'erreur ou d'oubli sur l'une ou l'autre des vues 2D qui sont issues du projet. Voilà un petit peu les éléments graphiques. On rentre ensuite dans le détail vraiment d'exécution.
Et une fois que tout ça c'est bien calé, on passe d'abord au visa, où là, les plans que vous avez vus juste avant sont transmis à l'entreprise, qui ne les réexploite pas vraiment dans ce processus-là, et qui redessine sur ces outils les éléments qui vont être ensuite destinés à la fabrication, qui nous les retransmettent pour visa, etc. Il y a quelques allers-retours. Une fois que c'est validé, on peut valider les choses et le chantier va démarrer. Donc là, en l'occurrence, par rapport aux entreprises avec lesquelles on travaille, c'est la plus grosse structure. Donc, comme Pierre vous l'a dit, le bureau d'études après va même avec ses ingénieurs venir sur place avec le logiciel, le matériel pour voilà, s'assurer de la bonne mise en œuvre des choses. Le projet fini pour illustrer. Et oh, ça bug encore. J'ai fait quoi, non ? Et voilà. Et en fait, sur ce projet, il y a eu un point critique qui est illustré ici, c'est-à-dire qu'au moment du visa, comme on l'a vu, il y a eu plusieurs allers-retours, et la complexité du projet fait qu'à un moment, il y a eu une information mal indiquée sur le plan des charpentiers qui n'a pas été repérée du côté archi, et une pente de toiture exprimée en degrés d'un côté a été fabriquée en pourcent de l'autre, ce qui évidemment à la fin a créé des problèmes puisque on n'avait plus la place de passer les réseaux. Donc il a fallu retailler l'ossature bois, il a fallu baisser les plafonds, il a fallu expliquer au maître d'ouvrage que voilà, c'est comme ça et qu'il fallait modifier un petit peu les plans initiaux. Et donc ce point critique-là, il est illustré par ce constat qui résume en fait dans le schéma du haut la chaîne d'information telle qu'elle était dans notre processus de travail avant 2015. Donc, c'est-à-dire que les architectes faisaient leurs documents de leur côté, transmis ensuite à l'entreprise. L'entreprise récupère ces documents, mais sans les exploiter directement, redessine de leur côté les documents de fabrication qui sont transmis à l'architecte pour visa. Et par ailleurs, ensuite, ces plans sont envoyés aux machines. Donc là, on voit très clairement qu'il y a deux endroits critiques où les informations ne sont pas continues et où le risque d'erreur est présent. Et en bas, c'est le processus qu'on a essayé de mettre en place et qu'on va présenter juste après, pour essayer justement de neutraliser ces deux points critiques, où le passage à un processus BIM nous permet d'envoyer une maquette numérique à l'entreprise, qui s'en sert comme support pour l'enrichir avec toutes les informations spécifiques au métier. Elle nous la renvoie pour visa, on la valide et ensuite sont extraits les plans de fabrication qui partent vers les machines. Donc cette première petite présentation permet aussi de montrer qu'il y a eu à ce moment-là un certain nombre d'éléments qui ont favoriser ou encourager la transition, puisque l'erreur sur le chantier, c'est l'élément déclencheur qui nous a fait prendre conscience des potentiels avantages et des gains qu'allait apporter un changement de méthode de travail. Il y avait aussi à ce moment-là un climat de confiance, puisque c'est une entreprise avec laquelle on travaille très régulièrement sur la majorité de nos projets en bois. Et à ce moment-là, l'agence venait de s'équiper du matériel nécessaire. L'entreprise était déjà équipée des outils adaptés, donc le contexte était plutôt favorable à ce niveau-là. Par contre, ce qui a été plus compliqué, c'est que en 2015, l'interopérabilité, donc le fait de pouvoir échanger des informations compréhensibles par les outils architectes et par les outils entreprises, n'était pas encore tout à fait au point, notamment le standard IFC, qui a bien évolué depuis. C'était le moment où on était chacun de notre côté en train de prendre en main les outils. Donc il a fallu en plus de la formation acquérir les process en cours pour les échanges. Le budget sur des structures de notre envergure sont quand même un facteur qui peut être limitant, puisque pour une agence de 4 personnes, investir 2 licences, de la formation, ça représente, comme on l'a dit, pas loin de 20 000 euros.
Il faut trouver le temps de le faire aussi, puisque c'est une transition qui s'est faite sans aide extérieure, c'est-à-dire sans BIM manager ou sans assistant qui était là à temps plein pour gérer, faire la synthèse, s'assurer du respect des processus. Et enfin, ce qui est difficile aussi, c'est que l'objectif de la maquette numérique architecte et l'objectif de la maquette numérique charpentier n'a pas tout à fait la même finalité. Donc il faut arriver à concilier les deux. Donc pour faire ça, voilà, c'est les deux logiciels utilisés. On a développé une méthode pour intégrer un premier aspect du BIM, notamment en phase synthèse, juste avant exécution. Et donc pour ça, il a fallu mettre en place une méthodologie de recherche et développer un protocole pour s'assurer de la validité de l'échange de la maquette numérique. Donc pour ça, il a fallu commencer par faire des essais, une fois que la maquette architecte est suffisamment aboutie, pour pouvoir l'exporter et la transmettre. On a essayé différents traducteurs. Un traducteur, en fait, c'est la manière dont vont être converties les informations d'un modèle en vue d'être réimportées dans un autre logiciel au travers d'un même format. Et donc là, on voit bien qu'en fonction du lecteur cible, le modèle n'est pas lu de la même manière, ce qui montre que la manière de dessiner va avoir un impact sur la qualité de la maquette qui va être transmise. Là, on voit différents essais encore. Donc, suite à cette première conclusion, il a fallu mettre au point les bonnes méthodes de travail pour que, également au sein de l'agence, tout le monde les utilise et que, au moment de l'échange, quelle que soit la personne qui va dessiner, la maquette soit toujours identique et puisse être toujours exportée avec le même protocole. Donc là, c'est un certain nombre de tests en fonction du sens où on va dessiner un mur, en fonction de là où on met telle ou telle ligne de référence, en fonction du type de toiture. Les résultats ne vont pas être les mêmes. Donc voilà, ça a permis de développer les éléments facilitants dans l'échange. Ensuite, il a fallu mettre au point un traducteur spécifique à notre usage. Alors ça, c'était en 2015. Hein. Depuis, Archicad et CADWorks ont pas mal développé les choses et je pense que notre intervenant pourra en parler. Il y a maintenant des traducteurs adaptés à l'échange entre Archicad et CADWorks. En 2015, ce n'était pas le cas, donc il avait fallu bricoler, entre guillemets, la façon dont sont exportées les informations pour que ça fonctionne correctement. Et l'idée de tout ça, à la fin, c'était de pouvoir faciliter la synthèse en évitant le risque d'erreur dont je vous ai parlé juste avant, notamment en superposant les... Oh, c'est pénible. Voilà. Notamment en superposant les deux maquettes à la fin, de sorte à vérifier s'il y a un décalage ou des choses qui ne sont pas les mêmes entre les deux modèles. Donc ça, c'est la théorie. Et pour illustrer ça de manière un petit peu plus concrète, on va vous illustrer et vous commenter la manière dont on a fait le visa de ce petit projet qui est là, dont le chantier a tout juste démarré. Donc c'est tout frais. Donc voilà la maquette archi, comment elle se présente au moment où elle est complètement aboutie. On voit à l'intérieur qu'il y a tout l'agencement. Mais ça, on comprend clairement que le charpentier ne va pas en avoir besoin. Donc avant de lui envoyer ce modèle-là, on fait de notre côté une petite simplification où, par le biais de certaines fonctionnalités du logiciel, on arrive à exporter uniquement les éléments structurels. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on peut exporter le modèle IFC qui est transmis à l'entreprise.
Et ça, c'est voilà, c'est déjà sous CADWORK. Moi, je vais te laisser présenter un petit peu la suite du processus. Donc, une fois qu'on reçoit l'IFC de l'architecte, on va l'ouvrir avec l'Exocad, donc sous CADWORK, pour pouvoir le transférer sur le CADWORK 3D classique. Du coup, ouais. Ensuite, donc sur CADWORK, on récupère toute la partie structurelle. On va utiliser les scènes pour garder l'ensemble de l'IFC architecte qui nous a été transmis en scène. Et on va dessiner, nous, nos parties structurelles, notre dessin de charpente, dans une seconde scène. On va superposer, là c'est les deux scènes qui sont superposées, donc il y a à la fois l'IFC architecte et le dessin du charpentier. Et ensuite, donc là, on a uniquement le dessin du charpentier qu'on va renvoyer vers l'architecte pour validation. À ce niveau-là du dessin, on n'a pas encore dessiné toutes les pièces de charpente. On a dessiné les solivages, les lamellicolés, les sommiers, mais on n'a pas encore dessiné l'intégralité de l'ossature bois. Parce qu'à ce moment-là, comme la validation n'est pas encore faite, on ne veut pas tout dessiner et avoir à reprendre après. Donc tout ce qui est ossature bois est seulement symbolisé par des volumes qui seront repris après le retour de l'architecte. Et là, sur ce cas-là, c'était une une charpente de toiture en CLT. Donc là, vous pouvez voir le CLT qui est déjà dessiné. Parce qu'à ce moment-là, on avait déjà eu des retours du fabricant, donc on avait déjà réintégré l'IFC du fabricant, pas l'IFC parce que du coup le fabricant travaille sur CADWORK aussi, donc on avait déjà réintégré le CADWORK du fabricant sur la maquette. Et ensuite, c'est ces éléments-là que nous, on va retransmettre à l'architecte pour la validation. Et donc, c'est plus bon. Et donc là, c'est l'IFC une fois qu'on l'a retransmis à l'architecte sur Archicad. Et donc, une fois qu'on va le réimporter, ce modèle, dans notre logiciel, on va pouvoir le superposer pour vérifier la cohérence entre les deux modèles. Alors là, en 3D, c'est pas forcément très clair. Donc, on va également réutiliser notamment les vues coupe et plan pour s'assurer de la cohérence. Et donc, pour ça, donc voilà, on va partir d'une vue architecte complète qui est, comme le 3D, la maquette numérique complète, trop riche pour être exploitée telle qu'elle. Donc il faut commencer par la simplifier en affichant uniquement la structure. Là encore, c'est un petit peu trop, pas précis, mais diversifié au niveau graphique. Donc c'est pas forcément très clair. Donc on va substituer le dessin par un aplat gris, et en faisant la même chose avec le modèle charpentier, on arrive à mettre en évidence, alors là je vous ai fait quelques zooms pour mieux voir, on arrive à mettre en évidence très rapidement les endroits où les deux modèles ne se superposent pas complètement, ce qui permet de vérifier visuellement les différences, et ensuite il suffit de, comme dans un processus classique, faire des petites annotations pour que les corrections soient faites. Et généralement, on a fait ça en 2 allers-retours cette fois-ci. Voilà, 2 allers-retours, on arrive à avoir 2 modèles qui sont parfaitement cohérents. Donc, par rapport au processus BIM de manière générale, on voit bien que là, dans des structures de notre échelle, il est difficile d'implémenter tout de suite l'ensemble des thématiques, et sur le retour d'expérience qu'on en a, il est plus facile de faire un travail d'intégration par étapes, ce qui permet d'avoir un investissement en effort progressif. Alors le petit tableau du haut, c'est pour illustrer les différents niveaux de pratique CAO, et là on voit que par rapport à ce qu'on vient de vous présenter, on est à peu près entre le niveau 1 et le niveau 2, le but étant de tendre progressivement vers les niveaux supérieurs, en notamment n'utilisant qu'une seule maquette, puisque là, on a une maquette qui sert de base à une autre. C'est pas encore uniquement une seule maquette qui est
complété, enrichi. Il y a encore des améliorations à ce niveau-là. Voilà. Et on va pouvoir faire une petite ouverture sur les développements possibles au regard de toutes les particularités structurelles, que ce soit la taille de l'agence, que ce soit le marché cible ou les partenaires. Donc nous, les questions qu'on se pose en ce moment, c'est peut-être d'élargir ça avec les bureaux d'études, notamment thermiques, puisque c'est essentiellement avec eux qu'on travaille, puisque par ailleurs on gère tout ce qui est économie, tout ce qui est réseau. Voilà, on fait tout ça en interne, donc c'est plutôt la thermique qu'on pourrait envisager d'intégrer dans cette démarche BIM. Il y a également une grosse problématique avec les autres entreprises, notamment des petites entreprises avec lesquelles on travaille, où le patron est aussi sur le chantier, où ils savent à peine faire un devis sur Excel. Quid d'une intégration du BIM chez eux? Est-ce que c'est vraiment pertinent? Pas sûr. D'autant plus quand c'est uniquement des lots 2D, par exemple au placo ou peinture, est-ce qu'il y a un réel intérêt à intégrer ce genre de corps d'état dans un processus BIM? Et enfin, pour nous, la prochaine étape va être d'essayer d'intégrer la partie, de lier la partie dessin et la partie descriptive quantitative, puisque comme vous l'a dit l'intervenant juste avant, la maquette numérique est aussi enrichie. On a toutes les descriptions techniques, quantitatives et de coûts des matériaux, et on peut effectivement les exploiter dans des logiciels d'économie de la construction, ce qui suppose bien évidemment une rigueur dans la modélisation absolument totale pour éviter tout risque d'erreur, d'autant plus que sur des projets dans des budgets où voilà, parfois on est sur des extensions à 50 000 euros. S'il y a une erreur sur le dessin qui se répercute dans le chiffrage et qu'on a une erreur de 10 000 euros parce qu'il y a quelque chose qui a été mal dessiné, ça peut tout de suite être très compliqué. Voilà, pour la conclusion, jusqu'où aller, c'est un petit peu ce que je disais juste avant. Il faut, je pense, bien prendre en compte les particularités contextuelles du travail de chacun pour fixer les objectifs et les ambitions, puisque tout le monde n'intégrera pas le BIM de la même manière, pas au même rythme. En marché public, ça va probablement devenir obligatoire ou en tout cas répandu relativement rapidement. En marché privé, pour le moment, en tout cas du particulier, il n'y a aucune contrainte, donc c'est à chacun de définir comment il a envie d'évoluer, de se remettre en cause au niveau de ses pratiques de travail. Par contre, la construction bois a effectivement un avenir assez intéressant et va probablement devenir le corps de métier le mieux intégré, en tout cas pour nous, puisque effectivement ça présente des caractéristiques intéressantes et facilement compatibles, de par le fait que c'est une entreprise qui travaille aussi en 3D, qui est équipée d'outils compatibles, et puis surtout qui s'occupe du lot le plus important dans la maison, ou un des lots les plus importants. Donc ça vaut, je pense, vraiment le coup d'investir pour échanger de plus en plus avec eux. Est-ce que tu veux rajouter? Juste pour conclure, nous au niveau de l'entreprise, on a eu une grosse modification de notre façon de fonctionner en 2012 quand on a commencé à investir dans les machines à commande numérique. Parce que avant 2012, la majorité des chantiers n'étaient pas forcément dessinés sur l'informatique. Après, on a été obligé par les machines à commande numérique de dessiner en 3D, de faire une maquette complète. À partir de ce moment-là où on a dû investir dans les logiciels pour faire fonctionner ces machines, le pas pour commencer pour travailler dans le BIM est déjà à moitié franchi. Ensuite, il y a quand même beaucoup de travail. Là, on en est vraiment qu'au début. Comme disait Marc, on est
juste du niveau 1, virgule quelque chose. Il y a encore énormément de choses. Par contre, je suis pas sûr que ce soit judicieux de faire ça dans tous les chantiers. Je vois en chantier de marché public où il y a beaucoup d'entreprises, où il y a des entreprises qui sont structurées, où il y a des architectes qui sont structurés, je vois un intérêt à faire des maquettes BIM. Quand on est sur des petits chantiers, des toutes petites extensions ou juste des chantiers avec remplacement d'une couverture et faire des combles aménageables ou des choses comme ça, je vois pas l'intérêt de mettre le BIM dedans. Et aussi, par rapport aux entreprises, ce que disait Marc, je vois mal l'intérêt d'aller demander à un peintre ou un plaquiste d'aller... en même temps, ça dépend vraiment des chantiers. Il peut y avoir des chantiers compliqués au niveau du placo aussi, mais il faut voir à chaque chantier si c'est intéressant ou pas, à mon sens. Même si sur les gros chantiers en marché public ou les gros chantiers en marché privé, c'est beaucoup plus intéressant à mon sens. Mais sur les petits chantiers, c'est comme quand on va faire du dessin en 3D. Moi, quand je suis sorti de l'école, on dessinait tout à l'informatique à l'école. On faisait tous les détails à l'informatique. Il fallait pour avoir par rapport aux notes et tout, il fallait que tout soit dessiné à l'informatique nickel. Et je suis arrivé sur le chantier. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on peut traiter beaucoup de choses avec des croquis. En réunion de chantier, on va faire des dessins à la main, on va faire des choses. Faut pas aussi qu'on perde ce côté-là. Parce que dans le bâtiment, c'est du terrain. Et on peut pas tout régler dans un bureau. Comme on parlait tout à l'heure, on parlait du planning. On n'est pas l'industrie non plus. On est le bâtiment. On a des problèmes d'intempéries. On a des problèmes quand on va travailler sur l'existant. Dès qu'on va démonter, on va trouver des choses qui sont pas forcément ce qui était prévu à la base. Là, on est sur un autre chantier ensemble où c'est une réhabilitation d'une maison dans un village. Entre le 3D qui a été réalisé par l'architecte à l'origine et le 3D que j'ai réalisé moi, je me suis pas du tout basé sur le 3D de l'architecte parce que entre temps il y a eu les démolitions et sur les démolitions on s'est rendu compte qu'ils avaient mis 3 épaisseurs de placo à certains endroits, qu'il y a des murs qui n'étaient pas du tout comme c'était prévu et donc dans ce cas-là c'était impossible de réexploiter ce qui avait été dessiné par l'architecte à l'origine. Donc il faut quand même faire attention à quel chantier on l'applique. Et je pense que euh, c'est pas encore intéressant pour tous les chantiers. Voilà. Si vous avez des questions.